Entre lac et montagne, Radio Grand Lac, votre radio. Votre radio. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Ce soir, je suis en compagnie de Guillaume. Seulement, Vincent reviendra la semaine prochaine. Tout à fait. Bonsoir à tous. Mais nous sommes en compagnie d'un invité. Bon, on pourrait même dire que c'est un peu le parrain de l'émission, quand même. Oh, vous le connaissez, hein, c'est sûr. Notre ami Pierre-Yves Beza, donc directeur de l'ATCA. ATCA Festival, précise. Oui, enfin l'association c'est l'ATCA, oui. Donc Association pour le développement du cinéma aixois. On est ravis de te retrouver. Comment vas-tu ? Très bien, du cinéma à Aix-les-Bains, pas loin. Ah oui, excellent. T'as pas un raccourci. Mais bon, non, merci de me recevoir de nouveau et ravi de pouvoir être de nouveau à la 16/9e pour parler de l'ATCA, du festival, mais aussi des films dont vous voudrez qu'on parle. Et oui, parce que ça fait 1 an la dernière fois qu'on t'a reçu. Alors, entre-temps, on a fait des films, certains ont fait des bébés. Oui, c'est vrai, oui. Mais c'est vrai qu'on a une expérience en commun sur le film que tu avais réalisé, court-métrage Le jour où le Titanic a coulé, qui continue sa petite vie de festival. Ça se passe bien ? Oui, très bien. On a présenté le film avec Patrick Chénat il y a quelques semaines au FIF à Toulouse, donc un festival international où le film a été présenté en compétition internationale. Les retours ont été très bons. Le jury était composé notamment de Noémie Lvovsky, André Marcon et Maud Wheeler, et les retours étaient vraiment exceptionnels, tant du côté du jury que du public. Donc non, vraiment les retours autour du film sont bons et le film continue de vivre sa vie tranquillement. Avec une sortie prochainement, mais on n'en sait pas plus. Prochainement. Voilà. C'est toujours le problème avec les festivals. Il faut que ça soit terminé, tout ça pour les statuts de première, il y a toute une stratégie. Enfin, c'est assez. Oui. Mais bien évidemment, si tu es là aussi ce soir, ce sera pour parler de l'ATCA Festival, la première édition de l'ATCA Festival, puisque finalement, le rendez-vous de l'ATCA se transforme et de l'ATCA Invite devient l'ATCA Festival. Tu nous expliqueras un peu plus pourquoi, qu'est-ce que ça représente, cette transformation. Mais déjà, on peut quand même évoquer qu'il y a un grand invité, Jacques Gamblin, grand acteur, grand dramaturge aussi. Et en autre invité, on a Patrice Lecomte et Olivier Marchal, réalisateur pour l'un et réalisateur et acteur pour l'autre. Oui. Donc 3 grandes figures du cinéma français, j'ai envie de dire. Et d'ailleurs, Jacques Gamblin, on aura l'honneur, on te remercie, de le recevoir ce jeudi à 18h pour une interview en direct. Donc ça, on a très 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 hâte. Et on a bossé le sujet. Oui, on continue à le bosser. Oui, c'est vrai. Encore quelques films à rattraper. Encore. Bien évidemment, du coup, le sommaire de ce soir, on va commencer par les sorties de la semaine. Ensuite, on donnera nos avis sur les films sortis la semaine dernière, ceux qu'on a vus. Alors, 2 sorties seulement, Tron Ares, voilà, et Nouvelle Vague. Il y a un bon film parmi ces 2-là, je vous laisse deviner lequel. Et on terminera, bien évidemment, par un focus sur la première édition de l'ATCA Festival. Sans plus tarder, mon cher Guillaume, surtout que ce soir, la chronique est un petit peu particulière. Tout à fait. Mais donc... Pas de spoil, on y viendra. Non, on y viendra. Quelle est la plus grosse sortie de la semaine ? C'était ma plus grosse attente de l'année. Enfin, c'est ma plus grosse attente de l'année. C'est Chien 51 de Cédric Jiménez avec Gilles Lelouch, Adèle Exarchopoulos et Louis Garrel. Dans un futur proche, Paris a été divisé en 3 zones qui séparent les classes sociales et où l'intelligence artificielle Alma a révolutionné le travail de la police. Jusqu'à ce que son inventeur soit assassiné et que Salia et Zem, 2 policiers que tout oppose, soient forcés à collaborer pour mener l'enquête. On écoute un extrait tout de suite. On a quelques questions à vous poser, monsieur, mais ce sera pas long, ne vous inquiétez pas. Mais nous ne sommes pas tenus de collaborer avec la police. Nous n'avons aucun lien avec votre monde et aucune foi en lui. On va encore attendre longtemps, ça. Voilà, donc thriller de science-fiction. Adapté donc du roman de Laurent Godet. Voilà, c'est ça. Et là, le plus gros budget de l'année en termes de production française. Qui pour l'instant une promotion, je trouve, un peu timide, franchement. Ça te tente ?
Oui, bah déjà parce que Cédric Jiménez, ça fait quand même partie de ces rares cinéastes qui aujourd'hui, j'allais dire, le nouveau film est attendu comme un événement, d'autant plus qu'il a C'est devenu une marque, oui. C'est devenu une marque, ouais. Et en plus, il a quand même cette spécificité, je trouve, de réunir un public en salle qui n'est pas forcément le public le plus régulier, c'est-à-dire que c'est des films qui couvrent un large panel en termes d'âge, de cinéphilie. Enfin, il y a vraiment quand même une diversité du public autour de ces films qui est assez remarquable, je trouve. C'est vrai. Non, c'est curieux. Il parle bien, hein. Notre ami Pierre-Yves. En tout cas. Autre sortie, mon cher Kevin. Cette fois-ci, c'est le jour J qui sortira au Tôle du Lac et au Pâté de Claude Zidi Junior avec Kev Adams, Brahim Boulel, Marie Parizeau, Chantal Latsou, Didier Bourdon. Alors Didier Bourdon, en ce moment, il n'arrête pas. Hein. Il est de partout. Il est de partout. Ça se passe en juin 1944. L'Europe est déchirée par la guerre. Le débarquement se prépare. Denis Porte continue avec dévouement son travail quotidien sur une base militaire anglaise factice. Sa mission, déplacer chaque jour des soldats postiches et tromper ainsi l'ennemi. Chez les Porte, on a tendance de père en fils à mourir en héros pour la France. Alors pas question pour sa mère que Porte prenne le moindre risque. S'occuper d'une base factice, c'est le maximum qu'elle tolère pour son fils. Mais après avoir fait la rencontre de Sami, un médecin algérien qui rêve de rencontrer De Gaulle, il décide alors, lors d'une soirée arrosée, d'y prendre part. On écoute un extrait. Gentlemen, après l'échec de l'opération Butterfly, notre dernière chance est un débarquement massif sur les plages de Normandie. Ils sont où les autres, là, l'Armada, tout ça? C'est pas trompé de jour. Mais non, c'est pas trompé de jour, non, bien sûr que non. C'est trompé de jour. Voilà, donc petite comédie sur la Seconde Guerre mondiale. Bon, on est habitué au genre, mais pourquoi pas. Bah, le duo Claude Zidi Junior avec Kev Adams, oui, c'est assez récurrent maintenant. D'ailleurs, ils seront en présence, la séance demain de 20h au Toile du Lac sera en présence de Claude Zidi Junior et Kev Adams. Justement. Oui, et alors j'ai l'impression que ça doit être à distance. Je pense pas parce qu'ils tournent en ce moment Aix-les-Bains. Je pense qu'ils doivent être là. Ça doit être pour ça, parce qu'il me semble aussi qu'ils vont être au Pâté, je crois, il y a un truc comme ça aussi. Alors peut-être, je ne sais pas, mais en tout cas, oui, qu'ils tournent en tout cas, ils seront au Toile du Lac demain et c'est à 20h, je crois. Oui, à 20h, exactement. 20h. Autre sortie, c'est une suite Black Phone 2 de Scott Derrickson, à qui on devait l'excellent Doctor Strange, avec Ethan Hawke, Mason Thames et Madeleine McGraw. Depuis son enlèvement, Faye, aujourd'hui âgé de 17 ans, éprouve beaucoup de mal à reprendre le cours de sa vie normale, alors que rien ni personne ne saurait arrêter Gwen, sa sœur de 15 ans. Mais le sinistre téléphone se met à sonner dans les rêves de l'adolescente, où elle voit sans cesse 3 garçons se faire pourchasser dans un camp de montagne appelé Alpine Lake. Déterminée à mettre fin à ses cauchemars et à en percer le mystère, Gwen persuade son frère de se rendre sur place malgré le blizzard qui frappe la station. C'est là qu'elle découvre l'horrible vérité derrière le lien entre l'attrapeur et sa propre famille. On écoute un extrait. Finn, j'ai fait un cauchemar. Des enfants avaient disparu. T'es arrivé, c'est tout. Oui. Voilà. Alors, je n'ai pas vu le premier, moi, je t'avoue. Le premier film était intéressant. Je vous avoue qu'il appelait pas du tout à une suite, donc je suis un peu... Scott Derrickson traverse une mauvaise passe. Ouais, je sais pas, pourquoi pas. Apparemment, les premiers retours sont pas si mauvais que ça, donc c'est peut-être une bonne surprise, mais bon, c'est vrai que les suites de films d'horreur, c'est pas souvent le cas. Autre sortie, et je crois autre suite, c'est un film d'animation qui, je crois, vient de France. C'est Hopper et le secret de la marmotte, qui sera disponible au Toile du Lac et au Pâté, réalisé par Benjamin Mousquet. La légende raconte qu'une mystérieuse marmotte cachée dans une montagne secrète aurait le pouvoir de remonter le temps. Quand il apprend qu'elle serait la seule à pouvoir sauver son espèce, Hopper, aventurier intrépide, est prêt à tout pour retrouver la trace de cette marmotte. Mais le voyage sera semé d'embûches. Il semblerait qu'il ne soit pas le seul à vouloir mettre la main sur le secret de la marmotte. Et la marmotte, elle, met le chocolat un papier d'alu. Et on écoute un extrait. Tu as sûrement déjà entendu parler de la marmotte à la face qui fait volte-face. On dit que celui qui la possède détient le pouvoir de changer le passé. J'ai passé des années à la recherche d'un indice qui révélerait l'emplacement de la marmotte. C'est quoi ton plan? Trouver la marmotte pour pouvoir sauver notre peuple. Ça a l'air assez sérieux, hein. C'est pas très drôle. Non. C'est pour les bouts de chou. Oui, j'ai l'impression, oui. Donc au Toile du Lac et au Pâté. Voilà.
Autre sortie. L'autre sortie, c'est l'autre attente de l'année, puisque sort 2 pianos qui sera disponible au Victoria et à l'Astrée. N'hésitez pas à y aller, puisque c'est de Arnaud Desplechin avec François Civil, Nadia Tereskevich, Charlotte Rampling et moi-même, évidemment, au casting. Évidemment. Je préfère le dire, voilà. Mais parce que je vous l'ai assez dit au cours de l'année que je suis dedans. Voilà, donc c'est le petit moment de gloire. Donc de quoi ça parle? C'est Matthias Vogler qui rentre en France après un long exil. Le mentor de sa jeunesse, Elena, souhaite qu'il donne une série de concerts au piano à ses côtés à l'auditorium de Lyon. Mais dès son retour, une rencontre avec un enfant qui lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, son double, plonge Mathias dans une frénésie qui menace de le faire sombrer et le mènera à Claude, son amour de jeunesse. On écoute un extrait. J'ai vu Pierre. C'est merveilleux de te voir, ça fait combien d'années? À l'époque, je vous aimais tous les deux. Et t'as triché. Non. J'ai oublié de préciser avec Jérémy Ouelline qui est quelqu'un d'adorable, vraiment aussi. Oui, et qui joue très très bien. Et Hippolyte Girardot aussi, qui est très drôle. Il est très drôle, oui. On a eu la chance de le voir puisque il était diffusé en avant-première au Festival Lumière. Voilà. Et moi, j'ai quand même bien apprécié. J'ai bien apprécié. Moi, j'ai eu un petit moment d'émotion en me voyant à l'écran, justement, avec avant la peur d'être coupé au montage, mais non. Fort heureusement, je ne l'étais pas. Il n'est pas coupé au montage et vous pouvez pas passer à côté. Alors là, l'avantage, c'est que la scène, vous pouvez pas la louper. Elle est même abrupte. Oui, vous allez vous dire, waouh, c'est... Même moi, j'étais là. Mais c'est moi. Bon, bref, vous verrez. Pas de spoil, mais en tout cas, un bon film à découvrir, ouais. Autre sortie, autre film d'animation, c'est Marcel et Monsieur Pagnol qui sortira au Victoria à l'Astrée, de Sylvain Chomet avec les voix de Laurent Lafitte, Géraldine Payas et Thierry Garcia. À l'apogée de sa gloire, Marcel Pagnol reçoit la commande d'une rédactrice en chef d'un grand magazine féminin pour l'écriture d'un feuilleton littéraire dans lequel il pourra raconter son enfance, sa Provence, ses premiers amours. En rédigeant les premiers feuillets, l'enfant qu'il a été autrefois, le petit Marcel, lui apparaît soudain. Ainsi, ses souvenirs ressurgissent au fil des mots, l'arrivée du cinéma parlant, le premier grand studio de cinéma, son attachement aux acteurs, l'expérience de l'écriture. C'est le plus grand conteur de tous les temps qui devient alors le héros de sa propre histoire. On écoute un extrait. Qu'est-ce que tu veux, Marcel? Je veux pas que tu écrives n'importe quoi sur nous, parce que partout où tu es allé, je suis allé. Simone, ça y est, je suis muté à Paris. C'est là que tout se passe. Provinciaux. Alors, Laurent Lafitte avec l'accent marseillais, j'étais pas prêt quand même. Là. Ouais, moi non plus, ouais. Mais pourquoi pas? Pourquoi pas? Moi, j'aime bien, en tout cas, La gloire de mon père, le château de ma mère. Même Le temps des secrets était pas mal. Le dernier film en date qui est sorti il y a quelques années. C'était plutôt sympathique, oui. Autre sortie, La vie de château, mon enfance à Versailles de Clémence Madeleine Perdria et Nathaniel Imli, je pense qu'on dit comme ça. Violette a 8 ans, du caractère à revendre et un nouveau tuteur. En effet, depuis la mort de ses parents, elle doit vivre chez son oncle Régis, agent d'entretien au château de Versailles. Lui, c'est un gérant bourru. Elle, une petite fille têtue qui refuse de lui parler et fugue dès qu'elle peut. Mais dans les coulisses dorées du Roi Soleil, ces deux solitaires vont peu à peu s'apprivoiser, apprendre à se connaître et se découvrir une nouvelle famille. Pas d'extrait, mais c'est un film d'animation, du coup, disponible au Victoria et à l'Astrée. Autre sortie, c'est du côté du cinéma japonais, Lumière pâle sur les collines, qui sortira au Victoria et au Forum. C'est le nouveau film de Kei Ishikawa qui avait fait l'année dernière A Man, très bon film. Et cette fois-ci, c'est avec Suzu Hirose, Fumi Nikaido et Yo Yoshida. Ça se passe au Royaume-Uni en 1982. Une jeune anglo-japonaise entreprend d'écrire un livre sur la vie de sa mère, Etsuko, marquée par les années d'après-guerre à Nagasaki et hantée par le suicide de sa fille aînée. Etsuko commence le récit de ses souvenirs 30 ans plus tôt, lors de sa première grossesse, quand elle se lia d'amitié avec la plus solitaire de ses voisines, Sachiko, une jeune veuve qui élevait seule sa fille. Au fil des discussions, l'écrivaine remarque une certaine discordance dans les souvenirs de sa mère. Les fantômes de son passé semblent toujours là, silencieux mais tenaces. C'est adapté d'un livre. Pourquoi pas alors? Je suis assez client, mais on le saura. On le saura. Bref, autre sortie, The Chronology of Water, qui sera disponible que à l'Astrée, de Kristen Stewart avec Imogen Poots, Thora Birch et James Belushi. Ayant grandi dans un environnement ravagé par la violence et l'alcool, la jeune Lydia peine à trouver sa voie. Elle parvient à fuir sa famille et entre à l'université où elle trouve
refuge dans la littérature. Peu à peu, les mots lui offrent une liberté inattendue. Donc, première réalisation de Kristen Stewart. Il est sorti un petit peu timide. Hein. Mais parce que je crois qu'il n'y avait pas eu des très très bons retours à Cannes, il me semble. Hein. En tout cas, c'est l'année des premières fois côté réalisatrice parce qu'on a Kristen Stewart et bientôt on a Scarlett Johansson qui va sortir Eleanor the Great, qui je crois a un destin un peu plus coté, on va dire. Oui, qui avait été mieux apprécié, oui. Voilà. Et puis du côté de nos amis de chez Cinéphilex, au Victoria, on retrouvera un film d'animation Rock Bottom, réalisé par Maria Trainor, à partir de l'album mythique de Robert Wyatt. Rock Bottom nous plonge dans l'histoire d'amour vertigineuse de Bob et Alif, deux jeunes artistes de la culture hippie du début des années 70. Voilà. On va faire une première pause musicale. Oui. Et bon, vu qu'il y a Chien 51 qui sort demain, il y a une musique qui marque plusieurs des bandes annonces. C'est la reprise de Portals de la chanson Somebody's Watching Me. Et on reviendra tout de suite après pour parler de nos avis sur les films sortis la semaine dernière, Tron Ares et Nouvelle Vague. Attention, il va y avoir du sang. On revient tout de suite après. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et vous êtes toujours sur la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, toujours sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. On est toujours en compagnie de Guillaume et de notre invité de ce soir, Pierre-Yves, pour représenter l'ATCA Festival, qui fera l'objet donc d'un focus en fin d'émission. On va parler des sorties de la semaine dernière, mais avant cela, mon cher Guillaume, quels sont les films que nous avions déjà préalablement conseillés et qui sont toujours disponibles en salle? Eh bien, le film Sirat, que toi tu avais beaucoup apprécié. Et que Pierre-Yves a aussi beaucoup apprécié. Beaucoup apprécié aussi. Il approuve totalement. Bon. Eh bien, il me reste plus qu'à le rattraper. Voilà. Le film Marche ou crève. Ouais. Le film Un simple accident. La Palme d'Or. La Palme d'Or, oui. Il y avait un pourquoi pas, mais avis réservé, parce que Vincent n'avait pas du tout aimé, mais alors Kevin avait adoré. Donc, Une bataille après l'autre de Paul Thomas Anderson. Tout à fait. Et par contre, tu n'avais pas trop apprécié le dernier volet de la saga Conjuring. Oui. Mais bon. Et par contre, on ne déconseille plus de films en ce moment. Vraiment. Non, tout est bon. Allez-y. C'est pas mal. Voilà. C'est le moment d'y aller. Et par contre, tu vas nous parler, donc, puisque c'est toi qui as vu les dernières sorties, tu vas nous parler donc des deux films que tu as vus. Tu veux commencer? Allez, on va commencer Blockbuster. Oui, ça va être très rapide parce que Tron Ares, au final, c'est le troisième volet de la saga Tron. C'est le troisième. Il y a aucun volet qui a marché, je crois. Aucun. C'est même incompréhensible qu'on en arrive au troisième. Cette fois-ci, c'est réalisé par Joachim Ronning qui avait fait entre Pirates autres des Caraïbes 5. Voilà, Maléfique 2. Oui. Et par contre, son dernier film en date était franchement bon, disponible directement sur Disney+, qui s'appelait Face à la mer et qui était donc l'histoire. Daisy Ridley, oui. Voilà, Daisy Ridley qui était donc l'américaine qui avait traversé la Manche à la tout nage. à fait. Oui. Vraiment un très bon film. Il donnait envie, en tout cas celui-ci. Oui. Il est vraiment très bon. Et là, il revient avec un troisième volet de Tron avec Morbius, Jared Leto en tête. Cabotinage Leto. Évidemment. On a quand même aussi Gillian Anderson. Oui, c'est quand même ça c'est un peu ça fait toujours plaisir. Greta Lee qui franchement est sans doute la meilleure actrice du film et j'adore cette actrice depuis Past Lives, vraiment elle est très 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 prometteuse. Et puis on a Evan Peters qui vivote comme ça et qui encore une fois joue un peu le méchant. Tron Ares, je veux dire que c'est un peu le même cas pour les deux premiers, c'est que c'est très beau. Voilà, ceux qui aiment bien la techno et tout ça, les néons, c'est magnifique. Mais alors, qu'est-ce que c'est creux, quoi. Il n'y a aucune émotion. Mais j'arrive pas à comprendre, comme tu l'as dit au début, comment on en est au troisième, alors que j'ai l'impression qu'à chaque fois on dit, même le premier Tron, oui, c'est pas mal, mais c'est pas non plus. Non, mais alors surtout que le premier Tron est particulièrement ennuyeux, quand même. Visuellement, c'est hyper mal vieilli. Mais visuellement, c'est quand même intéressant. Oui, il a fait date. Dans le contexte, mais ça vieillit très mal. Ça vieillit très très mal. Le 2 était se sauvait par sa musique parce que Daft Punk était très bon. Oui, ce que les spectateurs retiennent du 2 en général, c'est la BO de Daft Punk. Voilà, cette fois-ci la BO c'est Nine Inch Nails. Alors c'est pas mal, mais c'est pas non plus extraordinaire. Et puis ça essaye de raccrocher les wagons avec les premiers. Jeff Bridges revient. Ah oui. Il vient prendre un chèque. Cachetonné. Oui, parce qu'il a qu'une scène. Il n'a pas grand-chose à faire, hélas. Mais voilà, non, Tron Ares, je le conseillerais pas, à part si vous êtes fan des deux premiers, mais franchement, il y a franchement mieux à voir en ce moment. Et d'ailleurs, il y a mieux à voir, il y a Nouvelle Vague. Réalisé par Richard Linklater, qui est un réalisateur que j'aime bien.
mais qui des fois... En fait, c'est un réalisateur à concept quand même. Parce que, par exemple, Boyhood, c'était un super concept, c'est il y a déjà 10 ans. Bon, mince. Mais je l'ai pas vu. Mais c'est lui qui avait fait sa trilogie avec Ethan Hawke et Julie Delpy. La trilogie des Before. Oui, c'est ça, oui. Et Boyhood, c'était donc un film où on suivait un enfant, le même acteur, pendant 10 ans, 10-15 ans. Oui, exact, oui. Et super concept, mais sur 3 heures quand même, par moment, c'était un peu compliqué. Le scanner Darkly aussi, qui était en effet rotoscopie aussi. Ah oui, alors là, par contre, ça, j'avoue, j'ai été complètement déconnecté du truc. Je sais pas si toi, Pierre-Yves, tu l'as vu, et enfin, c'est quand même moche. C'est spécial, oui. Non, mais je suis d'accord. Ben là, Richard Linklater, il propose un making-of fictif sur le tournage de À bout de souffle, donc dirigé par Godard avec Gene Seberg et Belmondo. Et alors là, franchement, je sais pas comment il a fait, mais le casting est impeccable. C'est-à-dire que on a quand même Godard, on a Truffaut, on a Chabrol, on a Juliette Gréco, on a Gene Seberg, Belmondo, enfin voilà, énormément de figures de cette époque-là, et à chaque fois on a l'impression que, enfin voilà, comme on disait dans Babylone, les fantômes ont ressurgi et dansent autour de la table sans problème. J'ai pensé à Zoé Deutsch, qui est en fait prometteuse. Tu te rappelles qu'elle est dans le jury jury numéro 2. Oui, c'était la femme de Nicolas Soult. Oui, justement, elle s'en sortait plutôt bien. Et ben là, elle joue très très bien Gene Seberg. Aubry Dulin qui joue Belmondo. Alors, épatant. Et Guillaume Marbeck en Godard. Bon alors, forcément, il est obligé d'imiter le phrasé très particulier de Godard, mais il le fait très très bien, je trouve. C'est où le réalisateur se place quand il raconte ça. Et c'est plutôt à charge, il regarde, qu'est-ce qu'il essaie vraiment de quel est le message? Il est clairement admiratif. C'est-à-dire que c'est un bordel non organisé. Oui, mais de toute façon, le film était comme ça. Et ça en fait un chef-d'œuvre. Et donc, on a vraiment Godard qui filme le film en 20 jours, enfin en 20 jours en théorie, puisqu'il y a plusieurs journées où il dit, bon, bah aujourd'hui, j'ai pas envie, tout le monde rentre chez soi. D'accord. Il donne les lignes de dialogue le matin, qui est en train de d'écrire au café, il le donne à Gene Seberg comme ça, parce qu'ils ne veulent pas qu'ils apprennent le texte, ils veulent qu'ils le sortent à l'instinct, quoi. Et franchement, c'est moi qui suis pas très fan de Godard, À bout de souffle. Oui, mais tu aimes les films. Ah non, en plus toi t'aimes pas les films qui parlent de films, toi. Si, au contraire, j'aime beaucoup. Alors que moi j'adore, moi aussi, ça, les dessous. Ah non, j'aime beaucoup. C'est même souvent très passionnant. Toi, t'avais vu la série qui parlait du parrain. Ah, The Offer, oui, moi j'ai adoré ça. The Offer, j'adore le film et je trouve qu'il est pas assez connu, dans l'ombre de Marie, qui parle de comment ils ont tourné Mary Poppins et comment ils ont chopé les droits. Ave César. Ave César, qui était pas mal. J'avais pas aimé la première fois, puis en fait je l'ai revu plusieurs fois depuis et j'aime beaucoup. Voilà. Et puis bon, Babylone, Chantons sous la pluie, Non, je t'ai plus, la cour est pleine. Enfin voilà, franchement, dès lors que ça parle de films, généralement, c'est très très bon. Et dernièrement, Laissez passer avec un certain Jacques Gamblin, réalisé par Bertrand Tavernier. On en reparlera dans quelques jours, mais franchement, c'était un très bon film. Je l'ai mis sur ma liste. Voilà. Mais voilà, nouvelle vague. Si vous avez la possibilité de le voir, même si vous n'êtes pas un fan de Godard, ce qui est mon cas, vous pouvez trouver votre plaisir. Et même, j'ai envie de dire, vous allez mieux comprendre le bonhomme. Visiblement, les fans de Godard n'apprécieront pas ce film. Eh ben, c'est peut-être pour ça, là. Mais je pense que c'est une bonne porte d'entrée, ou en tout cas une bonne porte d'entrée de lecture de la filmographie de Godard, pour mieux saisir ce qu'il essaye de faire dans les films et que ce n'est peut-être pas non plus que de la fanfaronnerie, on va dire, sur certains films, quand il laisse la caméra tourner pendant 20 minutes et qu'il filme une bouilloire. Enfin voilà. C'est nouvelle vague, et donc je vous le conseille, à l'inverse de Tronares, si vous pouvez vous en passer. Moi j'ai un conseil télé très rapide. Donc ce sera pour demain soir, donc sur la 23 RMC Découverte, puisque passe un film maintenant c'est le papa du cinéma, puisque c'est de Clint Eastwood, American Sniper, avec Bradley Cooper et aide-moi, je me rappelle plus le nom de la femme, Carey Mulligan. Non, c'est celle qui jouait justement dans Tron. C'est Olivia. Non, c'est pas Olivia. Non, c'est pas. Je sais plus. Donc ça raconte l'histoire du Marines Chris Kyle, qui était un tireur d'élite pendant la guerre, la seconde Olivia guerre. Wilde. Olivia Wilde, oui. Pendant la seconde guerre du Golfe. Et donc, moi, j'ai vraiment apprécié ce film. Alors, c'est souvent, non, c'est pas Olivia Wilde. C'est Sienna Miller. Elles se ressemblent. Oui.
Moi, j'ai toujours apprécié ce film, même si c'est un peu fait critiquer sur le fait qu'il était peut-être un peu réactionnaire ou ce genre de choses. Mais je trouve que on retrouve toute la subtilité de Clint Eastwood quand il parle de personnages avec ambivalence, tu vois, notamment le fait qu'au début, c'est quelqu'un de très patriote et qui, au final, sa représentation s'effrite au fur et à mesure avec tout ce qui est le stress post-traumatique. La vie de famille qui est très bien mise en scène, je trouve aussi. Enfin, Bradley Cooper, il trouve un de ses meilleurs rôles. Et les scènes de tension, notamment, je pense à la scène où il y a un enfant qui porte une grenade. Oui. Attention, c'est très difficile à voir quand même par moment. Et voilà. Il lance sa trilogie où il questionne les héros américains. Oui, d'ailleurs, c'est le meilleur, je trouve. Oui. Parce que sinon, c'est 15h17 et l'autre Sully, oui. Voilà. Oui, American Sniper est le meilleur. À noter une scène particulièrement réussie avec une poupée de bébé. Oui, c'est vrai. Mais parce que Clint Eastwood n'aime pas s'embêter avec les futilités, donc voilà. Non, vraiment, j'adore ce film. Je vous le recommande fortement. Demain sur la 23. Tu l'as déjà vu, évidemment, American Sniper. Oui, bien sûr. C'est vrai que, encore une fois, quand je pensais au côté réactionnaire dont tu parlais, Guillaume, quand on prend un peu de recul et qu'on met ça dans l'œuvre de Eastwood et la manière dont il aime à s'attacher à des héros du quotidien, on prend quand même un peu plus de recul sur le film et je trouve que effectivement en fait c'est une fausse critique de la même manière que beaucoup avaient trouvé Gran Torino très réac. Encore une fois, finalement le message n'est pas aussi simpliste que ça quand on s'attache davantage aux relations entre les personnages. Je trouve que Eastwood justement a gardé cette étiquette un peu réac par moment, enfin au cours de sa carrière, mais tu regardes chaque film qu'il a réalisé, même si on le traite de réac, c'est impossible de se dire que il faisait de la propagande. Alors peut-être le maître de guerre, voilà, c'est peut-être la seule exception. Mais il est tellement drôle. Oui, il est drôle. Non, mais ce que je veux dire, c'est que quand il fait l'épreuve de force et compagnie, là tu peux dire un peu abusé ce genre de choses, mais que tu prennes Impitoyable, American Sniper toujours, il prend toujours le recul suffisant pour développer son personnage et apporter de la subtilité. C'est vrai. On va faire une deuxième pause musicale avant de consacrer notre focus à la première édition de l'ADCA Festival. Et vu que le grand invité de cette première édition, c'est Jacques Gamblin, je ne pouvais pas ne pas mettre... Alors non, j'ai pas mis celle-là, Guillaume. Non, je me la garde pour jeudi. Oh non. Et du coup, je me suis dit, on va quand même écouter Étienne Dao, Le premier jour du reste de ta vie. Et on reviendra tout de suite après pour parler de l'ADCA Festival. À tout de suite. Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Toujours en compagnie de Guillaume et de notre invité ce soir, Pierre-Yves Beza, directeur de l'ADCA, Association pour le développement du cinéma à Aix-les-Bains, qui... attends... C'est un métier. Et donc, cette fois-ci, non pas pour parler de l'édition l'ADCA Invite, mais pour parler de la première édition de l'ADCA Festival. Alors, évidemment, la première question, c'est qu'est-ce que l'ADCA Festival ? Alors l'ADCA Festival, c'est le même ADN que ce qu'on faisait précédemment avec le format l'ADCA Invite, où précédemment l'ADCA Invite, on recevait 2 fois par an un invité pendant un week-end à Aix-les-Bains. Là, c'est le même ADN, seulement c'est plus qu'une fois par an, à savoir là, en fin de semaine, autour d'un invité d'honneur, mais en plus avec des invités complémentaires, c'est-à-dire qu'on conserve une figure majeure pendant le festival, on revient en détail sur sa filmographie, sa carrière, mais cette personne-là est accompagnée d'autres personnes, soit qui ont un lien avec l'ADCA, soit alors qui viennent pour, lui rendre hommage, ou en tout cas mettre en avant son travail. Donc c'est le même ADN, mais avec un format développé en termes de jours, parce que maintenant on est non plus sur un week-end, mais sur 4 jours, avec plus de séances, plusieurs masterclass et plusieurs invités. Donc c'est un format, entre guillemets, développé, oui. Parce que même, on peut dire que c'est doublé en termes de temps fort, parce que si je me souviens bien, il y avait 5 temps forts avant, 3 séances, une signature, une masterclass. Alors, bonne question. En termes de temps fort, j'avoue que j'ai pas fait le comparatif. C'est doublé en termes de masterclass, parce qu'il y en a 2. Oui. C'est doublé en termes de signature, parce qu'il y en a 2. En termes de projection, on doit être à 5 ou 6. Donc, oui, on doit être pas loin du double, effectivement. Ouais. Et doublé en termes de jours, parce qu'on est sur 4 au lieu de 2. C'est vrai. Et donc, du coup, là, on a un invité prestigieux,
en grand invité Jacques Gamblin. Tout à fait. Qui revient avec ses bains après une petite scène dans Mademoiselle, film de Philippe Luret, où si vous regardez le film, vous reconnaîtrez, d'ailleurs vous aurez la possibilité de voir le film pendant le festival, vous reconnaîtrez la pharmacie du parc. J'avoue que j'ai dû appuyer sur pause parce que je ne reconnaissais plus du tout la pharmacie du parc parce que 20 ans sont passés. On reconnaît la rue quand même. Ah oui, on reconnaît la rue, mais c'est vrai que j'étais là, ah oui, c'est vrai que il y a 20 ans, c'était comme ça. Et je comprends aussi pourquoi le plan. C'est vraiment cette idée de la rencontre avec la pharmacie au milieu. Je pense qu'il n'y avait pas d'autre solution. Après, on reconnaît aussi l'Impérial à Annecy, tout ça. Enfin, voilà. Exactement. Et en notre invité, on a Patrice Lecomte. Qui l'a déjà tué. Oui, tout à fait. On avait déjà fait l'interview aussi. Que tu avais fait l'interview. Oui, c'était moi, oui, c'est exact. Oui, tu n'étais pas là. Voilà, tu peux le jeter des fleurs. Oui, merci. C'était quelqu'un de très intéressant et donc qui revient pour présenter son nouveau livre. Oui, effectivement, qui nous fait l'honneur de revenir parce qu'il a découvert Aix-les-Bains quand il était venu pour l'ADCA qui lui était consacré il y a 1 an maintenant. Oui, c'est ça. Oui. Et il a tellement apprécié la ville. Et on ne saurait lui reprocher qu'il a situé son dernier roman qui s'appelle La Tentation du Lac, 100% à Aix-les-Bains. Donc le roman est sorti en mai. Là, il revient pour la première fois à Aix-les-Bains, le signer dans le cadre de l'ADCA Festival. Donc il le signera le samedi 18 à 16h à la librairie. Exactement. Danaïde. Des Danaïdes, tout à fait. Donc vraiment, il nous fait l'amitié de revenir. Il avait gardé un souvenir mémorable de sa première venue. Et il y a effectivement aussi un lien avec Jacques Gamblin, avec qui ils ont travaillé ensemble au théâtre. Donc il nous fait vraiment le plaisir et l'honneur de revenir et de perpétuer un peu cette fidélité avec l'ADCA. Et le dernier invité, Olivier Marchal, là encore un lien, mais tout est lié de toute façon. Oui, parce qu'ils ont joué ensemble, Jacques Gamblin et j'ai oublié le titre. Le jour attendra. Le jour attendra, exactement. Et là, Olivier Marchal, par contre, c'est une première venue aussi, avec plusieurs temps forts, une masterclass, donc sa masterclass le dimanche de 10h à midi, et après on a la chance de la voir pour présenter le film culte 36 quai des Orfèvres qu'il a réalisé le dimanche à 16h au Victoria. Je vais pouvoir compléter ma signature parce que j'ai déjà la dédicace de Anne Consigny sur mon DVD, et ben je vais compléter. Voilà. Tout à l'heure Kevin disait un lien, effectivement il y en avait même plus d'un, parce qu'il y a Anne Consigny dans 36 quai des Orfèvres qu'on avait invité précédemment et qui est restée une amie du festival, et l'autre lien c'est la proximité qu'ils ont très forte avec Gérard Lanvin, qui était aussi un invité du festival précédemment, et à qui Olivier Marchal avait envoyé une petite vidéo au clin d'œil lors de la masterclass de Gérard Lanvin. Donc là, on commence à avoir des liens et des ramifications entre les différentes éditions qui sont assez plaisants. Et là, en termes de films projetés, donc 36 quai des Orfèvres, qui me semble a été remasterisé il n'y a pas très longtemps. Oui, il a une ressortie 4K il y a quelques mois, oui. Formidable. Alors là, franchement foncé, parce que déjà que le film était beau. Là, en 4K, ça doit être magnifique. Il a quand même une patte au niveau de la réalisation et tout ça, quand même. Au niveau de l'étalonnage et tout. Même si ces derniers, on va pas se cacher, étaient un peu moins percutants. Moi, je garde en souvenir 36 quai des Orfèvres, MR73, les Lyonnais et tout ça. Les Lyonnais. En haute estime. Oui, non, très très bon film, ouais. 36 qui est un deuxième film. C'est impressionnant, mais ce n'est que son deuxième film. Oui, parce que le premier, c'est Gangster, que je n'ai jamais vu, avec Ken Parayo et Richard Anconina, oui. Exact. Et un autre film avec une excellente photographie que j'ai découvert récemment et qui est le premier temps fort, c'est L'incroyable histoire du facteur cheval, réalisé par Denis Tavernier. Alors je sais pas si ça t'a sauté aux yeux, mais je trouvais que la photographie était super. C'est magnifique. Franchement. Oui. Il y a une manière de mettre en valeur justement c'est en Ardèche, je vais pas dire. Dans la Drôme. Dans la Drôme, pardon. Oui, de mettre en valeur les paysages et tout ça, vraiment magnifique. Hein. Au niveau des couchers de soleil, tout ça, et puis justement de montrer le vrai palais. Palais idéal. Idéal aussi. Non, très très bon film, très émouvant. Je m'attendais pas à autant de pertes. J'avoue que j'avais pourtant visité le palais et j'avais lu. Tu l'as déjà vu? Oui, et puis j'avais lu une bande dessinée autour de la vie du facteur cheval, mais je me souvenais pas que la vie était aussi tragique. Oui, tout à fait. Et rôle formidable de Gamblin, qui est littéralement habité par ce personnage. On ne le reconnaît pas du tout. C'est sa meilleure, si ce n'est ou une des meilleures en tout cas. Oui, il y en a beaucoup, mais il est vraiment là, il est habité, quoi. C'est-à-dire qu'il ne parle pas comme lui, ne bouge pas comme lui, il n'a pas les mimiques qu'il a d'habitude. Il est quelqu'un d'autre, littéralement. Je suis entièrement d'accord. Et la deuxième projection, donc qui interviendra le lendemain, encore une fois présentée par Jean Gamblin et encore une réalisation de Denis Tavernier, c'est De toutes nos forces.
Bon, là cette fois-ci c'est pas Aix-les-Bains, c'est en Haute-Savoie, mais du coup... Vous reconnaîtrez quelques paysages assez communs quand même. Tout à fait, et une bouteille d'eau très connue Oui. d'Aix-les-Bains. Avec cette fois-ci Alexandra Lamy. Qui est très, très bien sinon. Oui. Et une histoire vraie, donc d'un père qui fait la course de l'Ironman Nice. Qui c'est un film qui est très court, mais très prenant et très poignant. J'ai failli verser ma larme moi à la fin. J'ai versé ma larme. Ah bah, mais non, mais la fin est faite exprès. Moi j'étais là à me dire, c'est pas cool de le faire comme ça, de tirer les larmes comme ça. Non, vraiment, c'est très émouvant. Et rôle très physique. Extrêmement physique, ouais. Ouais. Je pense que oui, ça doit être un sportif avéré. Hein. Parce que il y a plusieurs moments, j'aime bien regarder dans ce genre de scène où on les voit faire du vélo et tout ça, me dire bon là il est sur un plateau et tout ça, et vu qu'à chaque fois la caméra recule bien, on les voit bien pédaler directement, je me dis ah ouais, faut le faire quand même. Je me suis dit pareil quand il nageait, tu regardes quand il nage, il le filme en train de nager, puis il panote en même temps sur le petit canot qui tire son fils handicapé. Je suis oulala. Il a dû mouiller vraiment. Impressionnant. Alors, est-ce qu'il y aura un truc, en tout cas on lui demandera, mais ça a dû être vraiment un tournage particulièrement éprouvant, mais je pense aussi un beau moment, quoi. Mais la qualité est là. Tout à fait. Autre projection, c'est Le Tigre et le Président, réalisé par Jean-Marc Perfit, si je me souviens bien, qui est un film, c'est le plus récent, qui sera projeté. C'est le plus récent. Oui, c'est le plus récent. Dans la sélection, oui. Oui, effectivement. 2022. Là, du coup, une histoire formidable. Tu l'as beaucoup apprécié, ce film aussi. Oui, bien sûr, qui est une histoire, qui est une histoire connue de quelqu'un de méconnu, parce que c'est vrai qu'on connaît le président Deschanel comme étant le président qui est tombé du train pendant la nuit. Mais c'est vrai, ce qui est intéressant là pendant le film, c'est qu'on s'intéresse davantage au rapport de pouvoir qu'il y a entre lui et Clémenceau, et surtout aussi on voit le projet politique qu'il y avait quand même derrière cet homme, qui était aussi un progressiste, un idéaliste à bien des égards, et de la même manière, là, si on met encore en parallèle avec son rôle de facteur cheval et son rôle du père dans toutes nos forces, encore un Jacques Gamblin qui est complètement singulier, avec une physicalité très différente, avec un côté de la même manière habité, mais pas de la même manière que le facteur cheval, avec quelque chose de plus grandiloquent, plus... Même, c'est pas péjoratif. De l'incarnation pure et dure, quoi. C'est pas péjoratif, mais un petit côté ahuri. Oui. J'aurais des tas de questions à lui poser sur sa manière de préparer les rôles, ça veut dire. Tout à fait. Et puis là, il y a aussi du Solier, qui est absolument avec un échange de répartie permanent entre les deux. C'est vraiment délicieux. Je dois le rattraper là pour l'interview. J'imagine que l'alchimie doit bien se faire entre eux, justement, vu qu'ils avaient déjà joué ensemble. Dans Les Enfants du Marais. Exactement. Même si le rôle du Solier était quand même plutôt réduit dans Les Enfants du Marais, dans mes souvenirs. Oui, mais ils avaient quand même pas mal de scènes ensemble. Ils avaient quelques scènes ensemble, oui, tout à fait. Donc Le Tigre et le Président, de toute façon, la programmation est irréprochable. On a de la chance sur les films, vraiment. Alors là, pour le coup, c'est le cas à chaque édition. Mais là, honnêtement, en termes de choix de films, vous pouvez choisir les films les yeux fermés. Il n'y a que du bon. Oui. Mademoiselle, que je l'ai pas vu encore. Alors, du coup, c'est un film réalisé par Philippe Luret en 2001, si je me souviens bien. Très court film. C'est le plus court. Mais c'est très impressionnant. Enfin, oui, 1h25, mais si tu enlèves le générique, c'est même 1h15. D'accord. Ça va. Enfin, non, même pas, je vais en dire, ça prend son temps, mais on a du coup ce coup de foudre qui a du coup une durée de vie très 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 courte, mais les deux personnages sont absolument passionnants, quoi. Ah oui, encore un registre très différent des films dont on parlait précédemment, parce que là on est sur une comédie romantique, disons pour simplifier, mais en tout cas c'est un film qui a effectivement déjà l'élégance de la brièveté, mais aussi l'élégance du geste, de cette rencontre, de cette alchimie entre ces deux personnages. C'est vraiment un très beau film, plus léger, assez romantique, où Gamblin campe une nouvelle fois un autre type de rôle qui lui va encore une fois comme un gant. Donc vraiment un très beau film qu'on est ravis de projeter. Et d'autant plus que, comme tu l'as dit, Kevin, il est tourné en partie, alors très brièvement à Aix-les-Bains, parce qu'il y a les hauts de la rue de Chambéry, la pharmacie du parc, mais aussi on aperçoit le salon Lamartine du casino, très brièvement, pour les scènes de séminaire, des pharmaciens. Oui, figure-toi que j'étais là en me disant, mais où est-ce qu'ils ont tourné cette séquence de séminaire? Et j'avais un doute entre Annecy et Aix-les-Bains, du coup, d'accord, salon Lamartine. Et on retrouve d'ailleurs un acteur, et je poserai la question à Jacques Gamblin, parce que il a énormément de films avec Jacques Boudet,
et qu'il avait fait 8 films. Effectivement. Et alors, Guédi Guion en passant par d'autres, oui, c'est je vrai. me suis dit, est-ce qu'ils sont amis, est-ce qu'ils se connaissent, ou est-ce que c'est juste un pur hasard? Mais alors là, en revoyant du coup une bonne partie de la filmographie de Jacques Gamblin, à chaque fois, il y a un petit rôle de Jacques Boudet. Oui, c'est vrai qu'il était aussi dans Les Enfants du Marais. Non, mais t'as raison. C'est vrai. Et il est dans Laissez-passer, il est dans... c'est assez curieux. Et puis là, par contre, après, on passe côté Patrice Lecomte. Voilà. Avec quand même un lien avec Jacques Gamblin. Avec, oui, effectivement, puisqu'on passe à un film de Patrice Lecomte qui est un très beau film, mais assez méconnu dans sa filmographie, qui est le film Confidence trop intime. Qui est très bon film aussi. Qui est un très bon film, qui a été présenté à la Berlinale, et qui est un film qui est assez étonnamment très peu associé à la filmographie de Patrice Lecomte, alors que c'est un film qui avait marché, qui est très élégant, qui a, comme on dit, qui a un pitch, puisque c'est l'histoire de Sandrine Bonner qui joue une patiente qui se trompe de porte, et au lieu d'aller chez son psychanalyste, rentre chez Faber, joué par Fabrice Lucchini, qui est, alors là j'ai un doute, qui est comptable ou contrôleur fiscal. J'avais envie de dire notaire, mais je crois qu'il est comptable. Il est comptable. Et pareil, un très beau film d'une rencontre entre ces deux personnages très différents. Et le lien effectivement avec Jacques Gamblin, c'est aussi lié au fait que Patrice Lecomte a adapté son propre film, donc celui-là, Confidence trop intime, au théâtre avec Jacques Gamblin, qui jouait le rôle qu'incarne Fabrice Lucchini au cinéma. Ça s'y prête largement à une adaptation théâtrale, d'ailleurs, ce film. Mais très bon film. Je vous crois, parce que c'est le seul film que je n'ai pas encore vu de la liste. Ah bah celui-là, tu peux y aller, c'est très bien. Tous. Les yeux fermés, on vous dit. C'est vrai. Et puis, du coup, on en parlait, 36 quai des Orfèvres, donc pour parler d'Olivier Marchal. Du coup, tu en parlais que c'était grâce à Gérard Lanvin qui vous a permis du coup de rencontrer Olivier Marchal. Je pense que ça va être un grand moment aussi, la masterclass, pour parler de ce réalisateur et acteur que toi tu apprécies beaucoup, Guillaume. Ah, moi j'apprécie énormément la plupart de ses films. Peut-être une petite réserve sur le dernier sur Netflix, Bastion 36, mais le reste, je l'ai en haute admiration. Exactement. C'est un peu lui quand même qui a révolutionné le polar noir en français. France. Oui, tout à fait. Parce que plutôt que révolutionner, je dirais réhabilité. Parce qu'il y a un truc d'héritage, un peu de continuité qui remet au goût du jour. Oui, mais il l'a montré d'une manière très différente, je trouve, parce que c'est lui qui a amené ce côté gangster plutôt policier très similaire à des gangsters, ce genre de choses, les frontières avec les frontières, qui sont vraiment fines, quoi, entre les deux côtés de la loi. Et je me rappelle, je l'ai vu au cinéma. 36 quai des Orfèvres, c'était un souvenir vraiment mémorable. Et en parlant de souvenirs et de gangsters, un grand moment qui était autour de l'édition de l'ATCA qu'on avait organisée avec Gérard Lanvin, c'est, je ne sais pas si vous étiez déjà là, mais on avait projeté Les Lyonnais en présence de Gérard Lanvin et en présence de Momon Vidal, qui est le vrai gangster du gang des Lyonnais. Et c'est la dernière fois que les deux se sont revus avant le départ de Momon Vidal. Donc c'était une projection qui était très forte, on a des photos magnifiques, et donc c'est vrai que d'une certaine manière, sans le vouloir, Olivier Marchal a déjà un lien assez fort avec l'ATCA, de par cette projection, de par la présence, le fait qu'on avait consacré une édition à Gérard Lanvin, et de par aussi la petite vidéo clin d'œil qu'il lui avait envoyée pendant la masterclass. Et donc sur les projections, quand même, il faut qu'on rappelle les infos pratiques. Bien sûr. Donc il est toujours possible de réserver les projections. Voilà, de réserver, où il y aura toujours une billetterie traditionnelle comme au cinéma à l'accueil, mais on conseille vraiment de réserver parce que là il y a vraiment les deux masterclass déjà sont pleines depuis plusieurs semaines et les projections partent très vite. Donc il y a beaucoup de préventes. Après, en théorie, il sera toujours possible de prendre en billetterie sur place, mais on conseille vraiment de réserver, sachant que chaque film est présenté par un tel ou un tel. Le prix des places est à 5 € pour tous, comme à chaque fois. C'est depuis la première édition et ce qu'on arrive à perpétuer. Et encore une fois, techniquement, si vous voulez vous faire le programme full, vous avez possibilité d'enchaîner toutes les projections, toutes les masterclass, juste avec un bon sandwich dans la poche, mais techniquement, vous pouvez tout faire. Et puis sur les autres temps forts, donc tu as déjà parlé du livre de Patrice Lecomte. Il y a aussi donc Jacques Gamblin qui va présenter son livre Mer à l'horizon, sorti un peu plus tôt dans l'année. Sorti en début d'année, en février, il me semble. Et ce sera le vendredi 17
octobre à 10h, donc pareil, à la librairie d'Anaïde. Et là, c'est un hommage à sa mère, si j'ai bien compris. Oui, alors c'est un hommage à sa mère, mais c'est un livre assez court, mais à multiples portes d'entrée, où il parle de sa mère, mais il parle aussi de lui, d'une certaine manière, de son rapport au jeu, au corps comme outil de travail, puisqu'il parle aussi des soucis de mémoire de sa mère, et donc fait des parallèles avec sa jeunesse à Granville, en Normandie, mais aussi son métier. Et c'est un livre qui est vraiment très beau, et où le choix des mots est toujours très, très marquant. Un livre beau, drôle de temps en temps, très touchant, et j'allais dire un livre qui a l'air d'être à son image, quoi. Donc c'est vraiment un livre court, mais bien plus dense qu'il n'y paraît. Et donc les deux signatures de livres sont donc à la librairie des Danaïdes, entrée libre. Entrée libre, oui, c'est ça. Oui, pas besoin de réserver. Pas besoin de réserver. Il y aura peut-être une longue queue, mais ça, peut-être venez au plus tôt possible. Et puis, il y a un autre temps fort qui a déjà commencé la semaine dernière, c'est l'exposition à la Galerie Exit. Exactement, rue des Bains, au centre-ville d'Aix-les-Bains, qui a commencé mercredi dernier. Le vernissage était vendredi. Et donc, cette exposition qu'on renouvelle grâce au partenariat avec la Galerie Exit à chaque édition, permet, pendant une semaine et demie en amont, jusqu'à dimanche, dernier jour de l'ADCA Festival, ce dimanche-là, de se plonger un peu dans les photos de tournage de l'invité en question. Et là, en l'occurrence, il s'agit des films que Jacques Gamblin a tournés en région, Auvergne-Rhône-Alpes. Et il y en a un certain nombre, parce que là, on a des éléments de tournage, des scénarios, des photos de 8 films tournés en région, notamment Facteur Cheval, notamment De toutes nos forces, notamment Mademoiselle, mais aussi d'autres, Les Enfants du Marais, qu'on a pas, j'allais dire, le choix était trop large. On aurait pu moi, aussi. À la base, mes parents habitent dans l'Ain, et c'est un film très populaire parce qu'il avait été tourné en partie au Marais de Lavour et tout ça, donc c'est vrai que. Et qui, comme dans le film, n'existe plus? Je crois que non, ça n'existe plus. Oui, il me semble, ou quelque chose, ou du moins c'est plus tout à fait pareil. Mais j'ai des souvenirs de personnes qui avaient croisé Jacques Villeray et tout ça à l'époque, tout ça. Voilà. Les deux Jacques. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. Et de Jacques, oui. Donc effectivement, on voit des photos aussi des enfants du Marais à la Galerie Exit, à l'exposition. Donc c'est une sorte de complémentarité du programme. Je vous conseille de passer, d'autant plus qu'on a certains artistes qui ont fait des portraits des invités précédents. Et donc ça assoit une sorte de continuité entre les différentes éditions et cette espèce de relations de long terme qu'il y a entre les invités, la ville d'Aix-les-Bains, l'ADCA Festival. Ça c'est une sorte de recul sur tout ça. L'expo est vraiment, vraiment chouette. Ouais, ça vaut le coup d'y aller. Je confirme. Et puis du coup, ça permet encore de relier le territoire, la localité, avec ses acteurs et actrices, parce que c'était aussi le cas avec Anne Consigny, qui avait fait quelques films dans la région. Oui. Et qui avait tourné dans 36 quai des Orfèvres, on en parlait plus tôt. Elle nous avait d'ailleurs raconté une anecdote très drôle, oui, c'est vrai, sur le tournage, comme quoi on avait ras-le-bol à 3h du matin de devoir jouer la veuve de Elle avait expliqué qu'en fait, elle s'était préparée pour une scène très intense pendant quelques heures, justement, où on lui avait dit ce sera à telle heure, et puis donc elle avait fait monter l'émotion. Et puis finalement, le tournage s'étant éternisé jusqu'à 4h du matin, au moment où ça a été son tour, elle était faut y aller. Voilà, ça avait été compliqué, oui. Mais la scène reste bonne quand même. Ah oui, tout à fait. Donc un très beau programme. Pour finir, on peut un peu parler comme ça de la filmographie d'Olivier Marchal, Jacques Gamblin et Patrice Lecomte. Alors Patrice Lecomte, on a déjà eu l'occasion d'en parler précédemment. Olivier Marchal, je suppose que votre premier rapport avec Olivier Marchal, c'était 36 quai des Orfèvres. Oui. Non, c'était quai numéro 1, moi. Tu sais, la série France 2. Ah oui, moi, il écrivait pas mal d'épisodes et des choses comme ça. Ça passait après PJ. À la place. C'était le vendredi soir. Moi, j'ai commencé par voir ça. Toi, Pierre-Yves, c'était 36 quai des Orfèvres? Non, moi j'ai un lien particulier, pas du tout, mais les Lyonnais, il y a une très courte scène qui a été tournée avec Belette-le-Lac. Et moi j'ai grandi avec Belette. Et j'avais un ami avec qui, c'est pas très intéressant, mais un ami d'enfance qui venait d'arriver donc avec Belette et qui me dit là j'ai dans ma maison il y a un tournage, le mec qui a fait 36 quai des Orfèvres avec Gérard Lanvin. Et moi je croyais qu'il racontait n'importe quoi parce qu'il venait d'arriver pour se faire rendre intéressant. Et effectivement, c'est une scène de filature sur le lac avec une barque qui est tournée avec Belette. Ah d'accord, je savais pas ça. Mais sinon 36 quai des Orfèvres, oui. Moi j'avais vu, comme j'ai dit, en salle. Oui, très 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 bon film. Et Jacques Gamblin, quel était votre... comment vous l'aviez connu avant ce festival? C'était qui pour vous? C'était l'acteur de quel film? C'est pareil, moi c'est Les Enfants du Marais, comme j'ai dit justement, vu et revu ce film un nombre incalculable de fois, de par
sa beauté, son côté un peu innocent et tout ça. C'est la qualité du cinéma de Becker, quand même, je trouve. Oui, c'est vrai. Il y a un côté vraiment entraînant, tout ça, très émouvant. Nostalgique aussi. Ouais, nostalgique, exactement. Et oui, c'était Garis dans Les Enfants du Marais pour moi, Jacques Gamblin. Et toi, Pierre-Yves ? Et moi, mon premier souvenir, c'est un film que j'avais détesté parce que mes parents m'ont emmené le voir bien trop jeune, mais c'est Le Premier Jour du reste de ta vie, où j'étais bien trop jeune. Je me rappelle de scènes qui ont marqué avec le personnage de la sœur qui est jouée par Déborah François, où là, pareil, j'étais bien trop jeune, mais je l'ai revu 2 fois depuis, à intervalles réguliers. Et à chaque fois qu'on voit ce film à une certaine période de sa vie, on le voit d'une manière différente. C'est vraiment une fresque magnifique à tous les âges de la vie. Oui, puis c'est un peu construit comme presque un film à sketch, parce que c'est 5 parties sur chaque membre différent. Et je trouve que le rythme est tellement fluide. Et puis alors, sans trop vous en dire, il y a une séquence vers la fin avec un coussin, et du coup, Zabou Bretman. C'est, comme disait Scorsese, dans chaque film, il y a un moment chef-d'œuvre, et là quand on voit cette scène, là c'est le moment chef-d'œuvre. Je trouve c'est impressionnant. Fallait avoir l'idée, mais grande idée quoi. Eh ben écoutez, est-ce que tu as autre chose à ajouter à propos de cette édition ? Pas grand, si ce n'est qu'effectivement là le programme commence à être assez dense, donc n'hésitez pas à regarder sur le site internet www.adca-ex.com, et tous les liens de réservation des différents temps sont là, les horaires, les lieux, si ce n'est les liens de la masterclass qui, elles, sont complètes depuis plusieurs semaines, mais il y a une liste d'attente, si jamais, qui est mise en place. Donc, sur un malentendu, ça peut marcher. Sur un malentendu. Voilà, c'est un bel hommage. Eh ben, écoutez, c'est tout pour l'émission de ce soir, mais vous nous retrouverez dans pas très longtemps, cette semaine. Jeudi. Après-demain. À 18h, en compagnie de Guillaume, en compagnie de Pierre-Yves, mais surtout en compagnie de Jacques Gamblin. Donc, une longue interview, avec beaucoup de souvenirs, de filmographie. D'anecdotes. Je pense que ça va être un très très bon moment. C'était déjà un très bon moment avec Patrice Lecomte et Anne Consigny. Donc là, c'est encore un bonheur que tu nous offres, Pierre-Yves. Merci à toi. Et puis, côté programmation à la radio, demain, alors là, c'est l'embouteillage. Il y a un paquet d'émissions. Il y a de la joie présenté par Laura de 11h30 à midi. On a ensuite le jeu du mouvement présenté par Joe de 12h15 à 12h30. Destination bien-être présenté par Anaïs de 13h à 14h. La voix des jeunes présentée par Camille et Julie de 16h à 17h. Et les 2 émissions présentées par Sébastien. Eurohit de 20h à 21h et l'After Latino de 21h à 23h. Nous, on va se quitter. Vu qu'on a parlé un petit peu avec Étienne Dao, donc de la filmographie de Jacques Gamblin, on va quand même se quitter sur la filmographie d'Olivier Marchal. Et évidemment, c'est quand même assez, il avait le nez quand même, parce que pour 36 quais des Orfèvres, il y a une chanson d'une artiste maintenant qui est mondialement connue, Sia, Don't Bring Me Down, qui n'était pas si connue que ça à l'époque. Et on va s'écouter Sia, Don't Bring Me Down. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout, allez au cinéma. Bonne soirée.